En introduction, Jean-Paul a dit qu'il ne savait pas comment il allait réagir face à une attaque terroriste ou face à une violence en général. Et moi, je dois dire qu'avant mon expérience dans le Thalys, je me suis posé toujours la même question. Et il faut dire aussi qu'au début de 2015, j'ai vu que les attaques terroristes augmentaient en fréquence et changeaient de nature. Je me suis demandé comment j'allais réagir face à une attaque terroriste. Il était clair que les auteurs des attentats ne prenaient plus d'otages, mais ils étaient là pour tuer. J'étais au Kenya au mois de 2015, peu après l'attentat de Westgate Mall. J'étais en train de discuter avec des clients qui étaient dans l'industrie de l'hôtellerie. Leur économie de tourisme s'effondrait complètement. Et j'ai fait la réflexion qu'au fond, vu que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, on n'était pas plus en sécurité en France qu'au Kenya. J'ai aussi discuté avec mon ami Raymond Tessier, coprésident avec moi de l'école de rugby de la Vallée des Baux, qui a passé du temps en Mali. Il m'a dit qu'on ne savait jamais comment on allait réagir. Il m'a cité la réaction, par exemple, de 2 gendarmes qui étaient avec lui, et qui, face à une situation de violence, d'attaque, il y en a un qui s'est figé complètement et l'autre est passé à l'action. Et évidemment, c'était la bonne réaction à ce moment-là. Puis, j'ai regardé le déroulement des 2 attentats en Tunisie et je me suis demandé quelle était la réaction adéquate. Je me suis dit qu'en cas d'attaque, plutôt que de subir passivement l'assaut, j'allais passer en action moi-même. Donc il faut agir en cas d'attaque terroriste. Si c'est possible, c'était ça ce que j'avais en tête. Donc passons à mon expérience dans le Thalys. Imaginez que vous êtes assis au siège numéro 42 du wagon 13 du Thalys qui va d'Amsterdam à Paris. Le siège 42 est dos à la sens de la marche, face à la porte qui conduit au bar. À l'aéroport d'Amsterdam, vous venez de dire au revoir au jeune entrepreneur que vous venez d'accompagner pendant une semaine dans sa quête de financement à l'export d'équipements pour son entreprise en Ouganda. Vous venez de le souhaiter bon retour dans son pays en pensant évidemment qu'il courait plus de risques que moi, que vous. Soudain, vous entendez les gens qui chahutent vers le bar. Votre première réaction, c'est qu'il doit y avoir des ivrognes. Puis, un bruit de feu d'artifice, suivi d'un bruit de verre qui tombe en morceaux. Des cris, suivis d'un employé du Thalys qui court en panique vers l'avant du train. Il a failli casser la porte entre les wagons dans son élan. Vous êtes assis face au bar, mais vous ne voyez rien dans le car, dans le wagon, parce que le dos de siège bloque votre vision de ce qui se passe. Vous vous levez pour regarder ce qui se passe. À 10 mètres, un homme d'origine nord-africain, barbu, torse nu, avance dans le wagon. Il porte une mitraillette dans ses mains et vise des gens devant lui. Un court instant, vous vous demandez si vous rêvez, mais très vite, vous vous rendez compte que ceci, c'est une attaque terroriste, ce que vous avez déjà redouté. Vous vous baissez derrière le dos de votre siège en vous rendant aussi petit que possible. Votre estomac se crispe. Le plan de vos pieds se sent soudain très froid. Pendant quelques secondes, tout ce que vous pouvez penser, c'est que c'est comme ça que ça se termine. Au moins votre vie a été pleine et vous espérez que votre femme s'en sortira sans vous. Puis, vous vous souvenez que en cas d'attaque, vous avez juré de ne pas être le citoyen qui reste dans son coin en attendant d'être mitraillé. De toutes les façons, vu la configuration du wagon, il est probablement plus judicieux de passer à l'attaque que de rester assis. Vous vous préparez pour lui sauter dessus
dès qu'il apparaît. Puis, vous vous rendez compte qu'il aura déjà dû avancer jusqu'à votre siège. Vous entendez une voix américaine qui dit « Get him, Spence !» Le bruit d'une bagarre, des coups qui tombent, puis « No you don't, you fucker !» Vous réalisez que vous n'êtes pas tout seul. Et si vous allez faire quelque chose, ça serait le moment ou jamais. Donc vous vous levez et vous regardez de nouveau ce qui se passe à l'arrière du wagon. Il y a un tas avec deux hommes qui essaient de maîtriser le terroriste. Un type blond avec des cheveux très courts tient le terroriste derrière avec le bras autour du cou. Un deuxième avec des cheveux plus longs le tabasse d'avant. Vous voyez le terroriste essayer de prendre quelque chose par terre avec sa main. Un arme de poing. Vous vous jetez dans le tas et vous lui prenez par le bras. Le table vous chope dans les côtes. Son bras est glissant de transpiration, mais vous l'amenez derrière son dos dans une clé pour lui gêner le maximum possible et pour lui empêcher de prendre l'arme de poing. Vous vous dites que vous êtes trop vieux pour ce jeu, mais que vous n'allez pas vivre beaucoup plus longtemps si vous le lâchez. À votre gauche, l'homme à cheveux courts essaie d'étrangler le terroriste. À votre droite, l'autre homme a ramassé l'arme de poing. Vous vous êtes levés tous et vous êtes contre la table dans le wagon. Le tas de gens qui étaient en train de se bagarrer se lève et se met contre la table. À votre gauche, l'homme à cheveux courts essayait d'étrangler le terroriste toujours avec son bras autour du cou. À votre droite, l'autre homme a ramassé l'arme de poing. Il le tient contre le front du terroriste. Il lui dit « Stop struggling ». Vous traduisez, parce que vous pensez évidemment que, vu ses origines, le terroriste va probablement comprendre. Vous traduisez « Arrête de douter ». « Stop struggling or I shoot », dit l'Américain. « Arrêtez de lutter ou il tire », vous dites. Il continue à se débattre. « Pull the trigger, Alex », crie l'homme à cheveux courts. Ça veut dire tirer sur la gâchette. Un troisième Américain crie derrière toi. « If you pull the trigger, you will kill Spence as well. » Si vous tirez, vous allez tuer Spencer aussi. Spencer crie « Pull it anyway ». Ça veut dire tirer quand même. Alex tire sur la gâchette à 30 cm de votre visage. Un grand clic. Et puis plus rien. Et vous regardez l'arme de poing et vous réalisez qu'il manque le chargeur. Vous avez une vue des yeux du terroriste tout près. Il est là devant vous. Ils sont noirs et profondément vides. Vous réalisez qu'il a été muet pendant tout l'incident. Il n'a pas crié « Allahu Akbar », il n'a pas fait un bruit. Vous vous demandez ce qu'ils ont fait à ce jeune homme pour qu'il soit dans cet état et capable d'agir comme il agit. Il continue à se débattre. Alex ramasse la mitraillette, une Kalachnikov, et commence à lui tabasser avec le canon. Spence saigne d'une blessure derrière la tête. Son sang coule sur votre bras gauche. Le terroriste saigne du traitement qu'il reçoit d'Alex. Son sang éclabousse votre côté droite. Vous vous demandez quand ça va finir. Un employé SNCF enjambe le tas. Il prend le bras gauche du terroriste. Le terroriste commence enfin à faiblir. Alex dit qu'il a perdu connaissance, mais ses yeux restent ouverts. Vous n'êtes pas si sûr. Vous sentez qu'il a simplement réalisé qu'il a perdu, qu'il a failli dans sa mission, et que de continuer à se battre ne sert à rien. Voilà comment s'est déroulée la première partie de l'intervention. Et en fait, par la suite, évidemment, je vais vous décrire un tout petit peu différemment, mais je lui ai mis face à terre dans le couloir. Je me suis assis sur lui pour qu'il ne bouge pas. J'ai demandé de quoi le ligoter. « Give me something to tie him up with. » Juste avant qu'il parte, Alex a demandé aux gens autour de nous d'emmener les zip ties. Je traduis des serre-câbles, tout en me disant que c'était une demande ridicule. Qui aurait des serre-câbles dans un train? Soudain, devant moi, apparaissent deux serre-câbles.
J'essaie de les serrer, d'abord avec mes doigts, puis avec mes dents. Ça ne marche pas. L'un casse, l'autre ne tient pas. Je crie pour que quelque chose d'autre... on me passe une très jolie cravate en soie. Je lui ligote des poignets derrière le dos, puis je lui attache des chevilles à ses poignets avec la même cravate. Comme disent les Américains, j'ai découvert après, je l'avais fait hog-tied. Ça veut dire lié comme un cochon. Alex revient de sa tournée dans le train. Il vide des armes de leurs balles, de leurs cartouches, et me montre le cartouche qu'il a extrait de la chambre de la mitraillette. La marque du percuteur est clairement visible, mais la cartouche a fait long feu. Donc c'est ça qui nous a sauvés. Nous avions énormément de chance, dit-il. Un homme se met debout dans le couloir derrière moi. Il tombe par terre. Le sang gicle d'un trou dans son cou. Ça sort en grand jet. Une dame blonde nous demande de l'aide en anglais. Alex jure qu'il ne sait pas traiter ce type de blessure. Il dit que c'est above my pay grade, il dit en anglais. Ça veut dire au-dessus de son niveau de paye, ce qui est vraiment un peu bizarre, mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Spence, qui avait un pouce qui tenait à peine sur sa main à cause de ses blessures, répond qu'il a une formation de médic, ça veut dire auxiliaire médical. Il met son index dans la blessure et réussit à réduire le saignement. Et puis, nous tenons comme ça jusqu'à l'arrivée à la gare d'Arras, environ 30 minutes plus tard. À l'arrivée d'Arras, la police est montée dans le train et nous avons montré tout de suite qu'on avait maîtrisé le terroriste, que les armes étaient complètement séparées des munitions. Et ils ont tout de suite appelé le premier secours qui sont venus pour prendre en charge Marc Mougalien et aussi Spencer, qui a été coupé derrière le cou et aussi qui a failli perdre son pouce. Par la suite, nous nous sommes tous rencontrés pour le film de Clint Eastwood, qui a fait venir tous les acteurs dans la vie réelle, en fait, pas des acteurs, je veux les appeler, les personnes impliquées dans l'événement. Et ça, c'était très bien pour moi, parce que ça m'a servi un peu de thérapie. La première fois que j'ai vu le terroriste avancer dans le train avec son maquillage pour vraiment qu'il soit de la même... en fait, il était très similaire, en fait, à ce que j'ai vu quand je me suis levé. Ça m'a fait un drôle d'effet. Mais par la suite, ayant fait ça plusieurs fois, ça m'a servi un peu de thérapie. Donc, pour revenir sur le film, c'était une très bonne expérience pour moi de passer du temps avec Clint Eastwood, de voir comment il travaillait. Mais ça m'a laissé un tout petit peu perplexe sur certains points, parce que le film a été basé sur un livre qui a été écrit par les 3 Américains qui étaient impliqués dans l'événement. Pour moi, les 2 vrais héros là-dedans, c'est Alex et Spencer. Anthony était là, certes, il nous a aidés, mais par exemple, quand on a reconstitué l'événement pour le film, ils m'ont demandé de venir jouer le rôle que j'ai joué dans le vrai événement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le 3e Américain est venu, en fait, il ne savait pas quoi faire, parce qu'en fait, il s'est attribué un tout petit peu le rôle que moi j'avais fait dans la vraie vie. Donc j'étais un peu surpris par ça, et à un moment donné, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant, moi ?» J'étais un peu étonné. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était à ce moment-là, en fait, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, que c'était une fiction. C'était basé sur le livre, et que, en quelque sorte, Clint Eastwood avait signé un contrat pour produire ce qui était dans le livre. Donc voilà, je veux rien retirer aux Américains de leur intervention. Sans eux, je serais sans doute mort aujourd'hui.